Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux phénomènes aériens non conventionnels et la science, en particulier concernant cette dernière OVNI UAP News, et on va s'intéresser bien sûr à d'autres informations, mais on va voir qu'il y a vraiment des informations extrêmement intéressantes, comme quoi les phénomènes aériens non conventionnels commence à devenir un objet scientifique. Et on sort donc de cette fameuse chimère et ce fameux rêve qu'avaient tous les ufologues et les enquêteurs, qui rêvaient en fait de voir l'objet comme scientifique. Alors, il est en train de devenir scientifique. De toute façon, il y a un changement au point de vue de la communauté scientifique, et vous allez voir en fait encore de nouveaux éléments. On avait déjà parlé d'éléments scientifiques concernant des analyses spectrographiques, etc. Et là, il y a encore d'autres événements qui viennent d'arriver, d'autres organismes, etc., etc., et des universités qui s'ouvrent à l'étude des phénomènes aériens non conventionnels, ce qui est alors là un changement totalement presque de paradigme du point de vue de la science. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors on a une information, cette dernière information, c'est celle qui vient de physiquefis.org, donc un site scientifique. Alors c'est marrant la manière dont il se présente, c'est une traduction. Vous voulez trouver des ovnis, c'est un travail pour l'apprentissage automatique. Alors vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Alors il stipule en fait, dans l'article, ils écrivent qu'en 2017, l'humanité a eu son premier aperçu d'un objet interstellaire connu sous le nom de ou Oumuamua, on en a entendu parler, etc. Les spéculations abondent quant à cet objet, pourrait être ce que pourrait être cet objet sur la base de données limitées recueillies. Il est clair que cela ne ressemblait à rien, à rien que les astronomes aient jamais vu. Une suggestion controversée, c'est vrai, par rapport à David Loeb, qu'il pourrait s'agir d'une sonde extraterrestre ou un morceau de vaisseau spatial abandonné traversant notre système. Donc la fascination du public pour la possibilité de visiteurs extraterrestres a également été renforcée en 2021 avec la publication du rapport OVNI. Donc en 2021, on avait eu les renseignements en fait avaient été obligés de témoigner en fait auprès du Sénat pour donner des explications. Donc cette décision a effectivement fait l'étude de phénomènes aériens non identifiés, une poursuite scientifique plutôt qu'une affaire clandestine. Et ça c'est vraiment bien traduit comme site scientifique. Il marque bien que c'est une poursuite scientifique plutôt qu'une affaire clandestine supervisée par des agences gouvernementales. Alors là, on sort un peu du complotisme. Donc effectivement, quand il s'agit en fait de données scientifiques, c'est quand même mis sur la place publique, avec un œil sur le ciel et l'autre sur les objets orbitaux. Les scientifiques proposent comment les progrès récents de l'informatique, l'IA et l'instrumentalisation peuvent être utilisés pour aider à la détection éventuelle de visiteurs bien sûr, entre guillemets. Cela inclut donc une étude menée par une équipe de l'université de Strathclyde qui examine comment l'imagerie hyperspectrale associée à l'apprentissage automatique peut créer un pipeline de données avancées. Donc l'équipe est dirigée par Massimilio Vasil, professeur de génie mécanique et aérospatial, était composée de chercheurs des écoles de génie mécanique et aérospatial et de génie électronique et électrique de l'université de Strathclyde et de Fraunhofer Center of Applied Photonics à Glasgow. Donc une préimpression de leur article intitulé Identification et classification des objets spatiaux à partir de l'analyse de matériaux hyperspectraux est disponible via. Alors vous allez voir, on va regarder où il est disponible. Moi je l'ai téléchargé. Je ne l'ai pas encore traduit, mais je l'ai téléchargé. Donc cette étude est la dernière d'une série portant sur les applications de l'imagerie hyperspectrale pour les activités dans l'espace. Alors, il y a donc le rapport en fait l'étude travaille sur la caractérisation intelligente des objets spatiaux à imagerie spectrale, est paru dans Acta Astronomica en février 2023, donc c'est vraiment très récent, et faisait partie du projet de l'IPRSST, Image for Surveillance and Tracking. Il s'agissait de l'un des 13 épisodes d'atténuation des débris sélectionnés par l'Agence spatiale britannique
pour le financement l'année dernière et le précurseur du projet est classification des débris hyperspectraux de l'ESA, donc Agence spatiale européenne. Donc le dernier article a exploré comment cette technique d'imagerie pourrait être utilisée dans le domaine des essais de l'identification des phénomènes aériens non conventionnels. Et voilà, on en est là. Donc ce processus, j'explique, ce processus consiste à collecter et à traiter des données provenant de l'ensemble des spectres électromagnétiques à partir de pixels uniques, généralement pour identifier différents objets ou matériaux capturés dans les images. Par exemple, il capture en fait des images différentes dans l'espace, dans notre atmosphère, etc. Et donc le but est quand même d'identifier ce que c'est. Donc au départ, on se base sur des choses connues. C'est-à-dire l'imagerie hyperspectrale sert à identifier les choses connues. Donc il leur faut en fait un maximum de données de ce qu'il y a de conventionnel dans l'espace, c'est-à-dire des étages de fusée, des satellites disparus, des matériaux, des débris, des choses comme ça. Il leur faut en fait un maximum de données. C'est une espèce de technosignature qui leur permet de savoir qu'est-ce que c'est. À partir de là, leur système, le principe est de discriminer. Alors en fait, pour vous expliquer un petit peu, je vais vulgariser, c'est un peu comme si on discriminait des métaux. Je ne sais pas si vous connaissez en fait la recherche de métaux avec un détecteur un détecteur de métaux. Le détecteur en fait est muni de réglages pour discriminer. En fait, pour chercher les matériaux en fait qui sont d'ordre comme de l'or, de l'argent, des matériaux précieux, voilà. Et en fait, il discrimine, c'est-à-dire qu'il va enlever le fer, tout ce qui est fer, aluminium, etc. Il va donc discriminer. Bah là, c'est pareil pour l'image. Le but est donc de discriminer l'ensemble des données conventionnelles pour pouvoir essayer de trouver des données non conventionnelles. Voilà donc cette étude scientifique. Alors elle est vraiment vraiment intéressante et elle est vraiment très importante. Alors c'est vrai qu'à partir de là, c'est vraiment énorme. Donc voici l'article, donc, les données scientifiques qui sont publiées sur Cornell University. Donc cet article présente un pipeline de traitement des données conçu pour extraire des informations de la signature hyperspectrale d'objets donc spatiaux inconnus. La méthodologie proposée dans cet article détermine la composition matérielle des objets spatiaux, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ce qu'on connaît. Deux techniques sont utilisées pour l'identification et la classification des matériaux. L'une basée sur l'apprentissage automatique et l'autre basée sur une correspondance par moindre carré avec une bibliothèque de spectres connus, donc ce qu'ils ont en fait dans leur base de données. À partir de ces informations, un algorithme d'apprentissage automatique supervisé est utilisé pour classer l'objet dans de nombreuses catégories. Donc catégorie connue ou catégorie inconnue, voilà, ou catégorie naturelle ou catégorie de type artefact technique. Donc la méthode de classification des matériaux est étudiée dans des circonstances non idéales afin de déterminer l'effet des matériaux altérés et le comportement lorsque la bibliothèque de formation manque un matériau présent dans l'objet observé. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Enfin, l'article présentera quelques résultats préliminaires sur l'identification et la classification des objets spatiaux. Alors voilà cette étude, on va la regarder ensemble. Alors forcément, on va pas la traduire. Alors, Space Object Identification and Classification from Hyperspectral Material Analysis. Donc, on voit toute l'étude qui peut être bien sûr traduite avec un bon traducteur. Alors, voilà donc déjà cet aspect scientifique. Et cet aspect scientifique, il est vraiment important parce que c'est encore une autre ouverture. On a vu là encore récemment dans une vidéo qu'on a faite concernant les news
qu'il y avait eu une étude ukrainienne commandée par la NASA sur l'identification, l'imagerie, l'imagerie à base de données de distraction, en fait, d'objets qui sont dans l'atmosphère et qui ne sont pas connus. Et d'ailleurs, l'étude ukrainienne conclut que c'est non conventionnel. Voilà, donc déjà, on a déjà quelque chose d'intéressant. Mais là, ça pousse encore plus loin. Là, ça montre qu'il y a véritablement une avancée absolument énorme en termes d'études scientifiques, en termes de recherche scientifique, de recherche fondamentale. Alors pour l'instant, l'étude là en question est en cours d'analyse par le Scientific Report. Mais c'est quand même fait d'une manière extrêmement sérieuse, c'est vraiment appliqué, c'est vraiment validé déjà par ceux qui l'ont fait et validé par d'autres. Et donc ils attendent en fait la dernière validation pour pouvoir justement appliquer ce genre de domaine, ce genre de recherche comment ça s'appelle, à la recherche des UAP, des phénomènes anormaux ou aériens non identifiés. Voilà donc pour cette dernière news qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est vraiment très récente. Ça date donc du 21 août 2023. Voilà, donc deuxièmement, autre info et pas des moindres, un autre pays va lancer donc un congrès et une session auprès des politiques, auprès du congrès, une session donc sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés ou phénomène aérien non conventionnel. Donc il s'agit du Mexique. Et oui, le Mexique, ça y est, emboîte le pas aux États-Unis. Alors il ne s'agit pas bien sûr d'une audition devant le Congrès, devant leur congrès, une audition sous serment, c'est complètement différent. Mais effectivement, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi le congrès, donc comme nous l'explique cet article, donc c'est un article de EU Infuno, donc ça sera au mois de septembre. Donc le congrès du Mexique accueillera une session historique sur les pans OVNI avec la participation d'anciens pilotes de la marine américaine, témoins du phénomène. Alors normalement il y a Ryan Graves, alors il y aura peut-être, c'est pas sûr, Christopher Mellon et d'autres personnalités comme Robert Salas. Robert Salas, si vous vous souvenez, c'est lui qui était commandant sur une base nucléaire et que les missiles avaient été désactivés, etc. C'est une affaire en fait très connue dans le monde de l'ufologie, dans ceux aussi qui enquêtent, donc parmi aussi les historiens du domaine. Dans un événement donc sans précédent, le Congrès mexicain deviendra l'épicentre de la recherche et discussion sur les phénomènes des objets volants non identifiés. Le journaliste et chercheur mexicain Jaime Maussan a annoncé que cette séance d'information est prévue pour le mardi 12 septembre prochain à 16h. L'un des temps forts de cette session sera la participation d'anciens pilotes de l'US Navy, Ryan Graves, alors qu'on a vu, forcément on en a parlé plein de fois de Ryan Graves, qui a monté sa propre association d'ailleurs, qui faisait partie des lanceurs d'alerte lors de l'audition du Congrès le 26 juillet 2023. Donc on aura il viendra représenter la communauté internationale et donc il parlera forcément de programmes américains, etc. La session du Congrès mexicain réunira non seulement des experts et des témoins d'observation d'OVNI, alors ça c'est intéressant, mais également des pilotes et d'autres professionnels de l'aviation qui ont eu des rencontres rapprochées avec des objets mystérieux. L'un des pilotes qui dirigera ce groupe est le capitaine Julio Darwish, fondateur de l'association UknoVector, qui regroupe des dizaines de pilotes professionnels ayant vécu des expériences d'OVNI. Alors ça, c'est étonnant, là. C'est étonnant ce qui nous arrive, franchement. Je vous le dis, il y a plein d'associations partout d'anciens pilotes. Il y en a partout. Là, ça n'arrête pas. Alors forcément, avant, il y avait le NARCAP, le NARCAP qui existe toujours, forcément. Il y a l'association de Ryan Graves, il y a l'association UknoVector, il y a le CSU, il y a plein d'associations en ce moment qui se regroupent et qui ouvrent en fait la porte au témoignage des pilotes civils et militaires.
Alors ça, c'est vraiment étonnant. Alors on attend quand même qu'en France, qu'il y ait. Alors il y a la commission Sigma, c'est vrai, commission Sigma 2, mais on attend que ça soit encore plus démocratique que ça, et puis plus ouvert que ça, et surtout plus médiatisé, parce que là, c'est vraiment médiatisé au Mexique. Alors, faut savoir qu'au Mexique, il y a pas mal d'observations, hein, beaucoup d'observations. Donc, et de l'aviation qui ont rencontré donc des objets mystérieux. L'un des pilotes qui dirigera, voilà, donc présentera donc sa structure. Jusqu'à présent, la participation de Ryan Grace, Ronnie Vernet et Robert Salas a été confirmée. Ce dernier est un ancien capitaine de l'Air Force. Il était l'un des trois, alors capitaine, oui, il était un des 3 témoins qui ont vu l'OVNI planer au-dessus du silo de missile. Ah oui, il était pas commandant, il était capitaine, autour de la base de Maelstrom dans le Montana en 67, comme le rapporte Alberto dans le récit. La participation de l'ancien sous-secrétaire américain du renseignement Christopher Mellon n'a pas encore été confirmée. Alors, s'il y a Christopher Mellon, l'ancien sous-secrétaire américain au renseignement, ça va être énorme. Ça va être un congrès énorme, ce qui va se passer au Mexique. Au travers des réseaux sociaux, donc Mossad, qui parle beaucoup forcément de l'ufologie, bon, qui est un petit peu des fois discutable, mais néanmoins, de toute façon, c'est devant le Congrès mexicain, donc là, c'est vraiment du sérieux. Donc la pertinence de cette session transcende les frontières nationales et représente un pas dans la compréhension et l'acceptation du phénomène OVNI dans la communauté mondiale. Mais ça, c'est démocratique, c'est absolument démocratique. Quand je vous parle de ufologie, de relations démocratiques entre ufologie et société, voilà, nous sommes en plein dedans. L'article est vraiment très bien écrit. La participation d'experts, des personnalités internationales comme Ryan Graves et Julio Darwish souligne le sérieux avec lequel cette question est abordée. Bah oui, tout simplement, c'est du sérieux. Alors que le Congrès du Mexique se prépare à accueillir cette session historique, le monde sera attentif aux discussions, conclusions qui émergeront de cet événement. Mais oui, va falloir quand même se pencher sur ce qui s'est passé aux États-Unis, mais là, ce qui va se pencher au Mexique quand même. Va falloir quand même que l'Union européenne, ça c'est mon avis personnel, il va falloir quand même l'Union européenne se bouge. Bon, la France, avec son petit GEPAN, avec ses modestes moyens, je sais pas s'il peut faire quelque chose, mais au point de vue de l'Union européenne, il va falloir peut-être un petit peu se poser la question. Je ne sais pas, hein, on parle souvent de l'Europe, mais là, sur cette question, il va falloir vraiment en parler parce que il y a des sessions dans les grandes institutions de pays qui sont en train de se faire. Et à mon avis, ça ne va pas être le dernier pays. Donc le monde sera attentif aux discussions. La possibilité de faire la lumière sur l'un des mystères les plus profonds de l'humanité promet d'ouvrir de nouvelles perspectives, de générer un dialogue enrichissant, c'est vrai, sur le phénomène OVNI et son impact sur notre compréhension de l'univers. Mais c'est un super petit article. Et en plus, c'est une très très bonne nouvelle parce que du coup, c'est du solide. Et puis, c'est en fait parler devant les politiques, devant les institutions, devant les dirigeants du pays mexicain, de parler de cette question, sachant que le Mexique est à côté des États-Unis. Ça va encore avoir un impact. Ça aura encore un impact sur la société américaine, sur les institutions américaines, sur les organismes américains, etc., etc. On va encore avoir aussi une nouvelle association, une association qui va parler de pilotes civils et militaires. Et vraiment, ça bouge, ça bouge de plus en plus. Maintenant, c'est vrai que l'Europe dort sur cette question en ce moment. On a, comme je vous ai dit dans une récente vidéo, on entend parler de rien. Il se passe plein de choses, mais on entend parler de rien. Je sais pas ce qu'ils font. C'est très franco-français. Mais il va falloir quand même à un moment se poser la question. Il va falloir quand même commencer à mobiliser des députés. Du moins des députés européens, alors peut-être pas des députés qui officient uniquement en France, mais plutôt des députés européens, français, pour peut-être poser la question, je ne sais pas. Voilà, et puis voir aussi auprès d'Académie des Sciences, qui est normalement si opaque, si fermée à cette question, commence peut-être à prendre les choses au sérieux. Je dis ça comme ça parce que ces pays, les États-Unis, le Mexique, et puis d'autres pays aussi qui s'y intéressent, comme on a vu par exemple sur l'Argentine, qui est un organisme interne qui fait partie de la défense nationale d'Argentine. Va falloir un moment que chez nous aussi que ça commence un petit peu à bouger parce que là c'est le deuxième grand événement cette année. On aura été gâtés. C'est vrai, 2023, ça va rester comme dans l'histoire de l'ufologie contemporaine, même si tout ça fait plouf, dans l'histoire de l'ufologie contemporaine, ça va être une date phare qui va faire partie de l'histoire. Ça c'est ancré, voilà.
Donc voilà pour cette, cette nouvelle qui est réjouissante. Alors, on suivra bien sûr avec intérêt au mois de septembre, on en parlera, on fera probablement de la censure une news dessus, en essayant de décrypter un peu ce qu'ils ont dit, en montrant des images, vidéos, etc. Enfin, j'espère qu'il va y avoir pas mal de petites choses intéressantes, et puis on va avoir bien sûr des commentaires. Voilà, donc autre information, et la dernière information, alors j'en avais parlé sur le Discord concernant le CSU. Alors, j'avais parlé du CSU et j'avais dit que de toute façon cet organisme, je le soutenais à 100% parce qu'il avait vraiment une approche démocratique entre politique, sciences, société, etc. J'adore leur approche. D'ailleurs, ils avaient retweeté ce que j'avais pensé justement de cette fameuse annonce. Alors, le CSU, c'est le Scientific Coalition for UAP Studies. Donc, voici ce qu'ils nous disent. Alors, ils nous disent que, et là, c'est intéressant parce que vous pouvez aller sur le site récupérer la documentation. Alors, le CSU a présenté au forum aéronautique de l'AIA 2023 sont désormais accessibles au public. Donc, la mise à jour est bien sûr du 12 août. Alors, je l'ai mis un petit peu plus tardivement, mais elle n'est pas si vieille que ça. Donc, les papiers du CSU présentés au forum de l'aviation de l'American Institute of Aeronautics and Astronautics, maintenant disponibles au public. Voilà, ça c'est démocratique. Donc, les renseignements français devraient prendre un petit peu exemple là-dessus. Voilà, je leur donne un petit peu d'éléments s'ils peuvent un petit peu être un peu plus démocratiques sur la question, parce que là, on a quand même de belles leçons entre ufologie et société. Voilà, donc la CSU est heureuse d'annoncer que les 3 articles des scientifiques de la CSU présentés au Forum aéronautique 2023 sont désormais accessibles au public. Donc, Peter Reilly, membre du conseil d'administration, le CSU est honoré de rendre public les documents de recherche présentés à la conférence aéronautique. Le CSU se consacre à une enquête impartiale et scientifiquement fondée sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Nous sommes ravis de la reconnaissance de notre travail auprès de l'American Institute of Aeronautics et espérons que cela contribuera à faire avancer les efforts scientifiques. Toujours dans la science. Voilà, on est vraiment gâtés. Personnellement, on est vraiment gâtés. Et là, on nous a dit que c'était pas scientifique. On nous a dit il y a rien de scientifique. Les scientifiques ne s'en occupent pas, mais là, il y a beaucoup de scientifiques qui s'en occupent et là, de plus en plus. Ça commence à se développer de partout. Donc, c'est vrai que là, on peut s'en réjouir parce que, comme je le disais tout à l'heure, le rêve de l'OVNI scientifique est en train de prendre forme. Tant pis pour les gens du CNRS, tant pis pour les gens de l'Académie des sciences en France, je lance un message, mais il va falloir peut-être un petit peu se réveiller, voilà, parce qu'il y a d'autres scientifiques de par le monde qui sont en train d'aller plus vite. Ils vont peut-être obtenir des nouveaux concepts scientifiques, des nouveaux concepts sur la recherche fondamentale concernant cette recherche. Ils risquent d'aller un petit peu plus vite en termes de réponse. Donc, faut prendre le train qui est en marche, faut pas prendre le dernier wagon. Voilà, donc Robert Powell, membre du conseil d'administration, le CSU a plusieurs projets visant à mieux comprendre les phénomènes aériens non conventionnels. Nous sommes heureux d'ajouter cet article à la compréhension scientifique de ce phénomène. Voilà, donc c'est accessible. Les articles présentés sur le forum et exposition de l'American Astronautics sur l'aviation et l'aéronautique est désormais accessible au public. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a, si on va regarder tout ça ensemble. Alors, voici ce qu'on a. Alors, donc on a le rapport d'observation des systèmes d'avions sans pilote US de la FAA. Donc voilà, et c'est une enquête préliminaire. Voilà. Ensuite, on a en deuxième lieu, on a interaction aérodynamique et atténuation des turbulences par des phénomènes aérospatiaux sous-marins non identifiés. Eh oui. Et puis ensuite, nous allons regarder ça en troisième, voilà. Alors, nous avons donc l'étude système des contraintes pour la création des systèmes de détection optimaux à signature électromagnétique. Ce qui ressemble d'ailleurs un peu à l'étude ukrainienne, qui avec des systèmes des capteurs de distraction, etc., des analyses, scanners, etc., de voir en fait les signatures électromagnétiques. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont découvert qu'il y avait des phénomènes cosmiques et des phénomènes ce qu'ils appellent fantômes, qui aspirent la lumière.
Très étrange hein, comme système. C'est vrai qu'une technologie des phénomènes aériens non conventionnels, c'est quand même très très étrange. Donc voici donc l'article. Donc l'article est complet. Alors l'article est téléchargeable sur le site. Alors je mettrai le lien bien sûr des études sur la vidéo, sur le lien de la vidéo, et comme ça vous pourrez bien sûr télécharger le PDF. En même temps, je vous mettrai aussi le lien PDF de l'étude concernant des données hyperspectrales d'objets spatiaux. Ça peut être intéressant. Alors c'est vrai qu'il faut traduire avec Sistran. Hein. Vous trouvez Sistran sur internet. Il y a même à la rigueur, je pourrais peut-être vous donner à la rigueur le lien gratuit où vous pouvez le faire en ligne en fait. Et Sistran en fait, je trouve qu'il est quand même bien plus puissant que les traducteurs Google et tout. Pourquoi ? Parce que il arrive quand même à traduire des documents scientifiques assez proprement, alors que Google, il a tendance un petit peu à partir un peu n'importe comment. Donc voici ces news. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces news ? Personnellement, pour moi, c'est vraiment une transformation globale, de ce qui est en train de se passer. Une transformation globale de ce qui s'est passé. Je veux dire, il y a des décennies, ou il y a encore quelques années, même avant 2017 par exemple, avant les rapports avant les informations diffusées par le New York Times. Il y a un changement parce qu'on a eu l'audition en 2021, on a eu l'audition des responsables du renseignement qui ont été auditionnés. On a eu en 2023 l'audition des lanceurs d'alerte. On a eu la NASA qui a été obligée d'en parler, la NASA qui est obligée de s'en occuper. On a des universités, là on a vu récemment, on a des universités, et encore, je ne vous ai pas mis encore une autre étude scientifique qui concerne les observatoires modaux, enfin les observatoires astronomiques, l'utilisation d'observatoires astronomiques, et puis c'est un document scientifique, c'est un document qui nous vient d'une très grande université, une très grande institution qui en fait préconise l'utilisation, c'est incroyable de lire ça, préconise l'utilisation en fait des observatoires pour le ciblage des phénomènes aériens non conventionnels. Alors là, c'est absolument énorme de dire ça. Ça sort de l'Astronomical College. Bon voilà, on est carrément dans le top niveau. Et je dois avouer que là, on n'est plus dans le vent. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le vent. On sort complètement de tout ce qui a été dit sur la question, et il y a un changement de mentalité, et c'est très rapide. C'est très rapide. Là, en quelques mois, même pas un an, tout est arrivé là. Tout arrive. C'est incroyable le nombre de documents scientifiques, sachant que, par exemple, comme je disais, l'étude ukrainienne sur les analyses spectrographiques, les analyses de diffraction, etc., analyses photographiques des phénomènes aériens non conventionnels qui se trouvent à 12 000 pieds, qui ont été analysés par les Ukrainiens et qui considèrent que c'est non conventionnel, qui pour l'instant n'arrivent pas à comprendre en fait la nature de ces deux caractéristiques d'objets, je disais cosmique et puis fantôme, c'est la manière dont en fait ils les décrivent. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a de la crédibilité, comme je le disais l'autre jour dans mon live, il y a de la crédibilité pour pouvoir développer en société. Et là, il y a des choses, les médias sont pas encore, ne s'intéressent pas encore tout à fait à tout ce qui sort au niveau de point de vue scientifique, mais ça va venir, ça va sortir. C'est quand il va y avoir des validations, quand il y aura toutes sortes de validations. Là, ça va sortir et on va pouvoir en fait avoir tout simplement des éléments concrets, et puis ensuite on aura tout le découlement, tout le cheminement médiatique qui validera tout simplement le fait que des instituts, des grandes universités, des instituts scientifiques, d'astronomie, de physique, d'astrophysique s'occupent le cas de ces phénomènes, et là ça validera l'étude scientifique propre à la recherche fondamentale sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés ou anomalies aériennes non conventionnelles. Pour ma terminologie, ça
Vous le savez. Voilà, un petit dernier message pour vous remercier tout particulièrement concernant le live qui a eu lieu. C'était le premier live qui concernait l'actualité américaine. Je voulais remercier à ceux qui étaient sur le chat et bien sûr, je voulais remercier les débatteurs qui ont pu venir en direct. Donc, je rappelle que le prochain live arrivera prochainement, d'ici une dizaine de jours, hein, là maintenant peut-être 9 jours, parce que le live a eu lieu il y a peu de temps. Donc, ça sera un live consacré aux hypothèses sans croyance, hein, n'est-ce pas? J'insiste là-dessus, c'est-à-dire une hypothèse, pas obligatoirement, on peut valider son hypothèse si on a des éléments, mais ça reste quand même de toute façon une hypothèse, mais évitons quand même l'aspect de la croyance et de l'aspect de la certitude, parce qu'une hypothèse peut être effacée par une autre hypothèse. Voilà, donc c'est juste un petit message d'alerte, voilà, parce que je sais que ce sujet des hypothèses, c'est un sujet qui est assez brûlant, hein, parmi les gens, parce que forcément cette étude, cette approche, etc., ça soulève beaucoup de passion. Hein, beaucoup de passion, et je peux le comprendre, mais il faut savoir aussi prendre, comme je dis souvent, du recul. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, ciao, bye.